tous et bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les commerçants du marché Sandaga qui s'offrent en répit de quelques semaines. Ils ont jusqu'à la fin de la fête de la Tabaski pour quitter les lieux. Une information de Djibi Diakhaté, chargé de communication de And Tahaou Sandaga. Certainement, nous essayerons d'entrer en contact avec lui dans ce journal. La campagne de promotion du tourisme tard au Sénégal bientôt lancée pour booster ce secteur très impacté par la pandémie du coronavirus. Au même moment, des acteurs touristiques se disent favorables à l'application du principe de la réciprocité concernant le voyage dans l'espace Schengen. À Saint-Louis, une trentaine de personnes qui tentaient de rallier l'Espagne arrêtées par la police puis libérées, sauf 3 co-auteurs du voyage qui feront face à la justice. Et puis 4 nouveaux décès liés au coronavirus annoncés ce vendredi. À Thiès, autorités administratives religieuses descendent sur le terrain pour arrêter la progression de la pandémie qui gagne du terrain. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les commerçants du marché de Sandaga qui s'offrent en répit de quelques semaines. Donc, ils auront jusqu'à la fin de la fête de Tabaski pour quitter les lieux. Une information donc de Djibi Diakhaté que nous tenterons de joindre dans cette édition. Il devait être l'invité de la première partie de Soir d'info avec Aram Touré. Le marché Sandaga, un site touristique et symbolique du commerce de la capitale qui doit être détruit donc pour reconstruction. Les raisons avancées par les autorités sont d'ordre sécuritaire. Certains commerçants refusent le projet mis sur la table, mais pour le gouvernement, c'est inéluctable. Les architectes et autres acteurs culturels sont entrés dans la danse. Il s'agit d'une préservation d'un patrimoine historique au Sénégal. C'est un récit signé Ibou Diouf. La bâtisse est célèbre et historique, un centre économique centré au cœur de la capitale. Le marché de Sandaga est une partie de nous, un des décors reconnus de Dakar. Depuis plusieurs années maintenant, une menace de destruction ou de délocalisation plane sur ce patrimoine. Du président Diouf à nos jours, tous les régimes ont essayé, mais il y a eu toujours des répondants. Une réplique des acteurs du secteur informel avait toujours permis de poursuivre les marchandages. De 1935, date de la construction du marché Sandaga à nos jours, plusieurs générations de commerçants se sont succédés. Ce haut lieu de commerce tiendrait son nom d'un arbre tanga. Marquant à l'époque son centre, Sandaga approvisionné également des marchés secondaires formels et informels situés dans les faubourgs populaires de la Médina à l'époque. Des Européens qui habitaient dans les quartiers du plateau, agréablement tempérés par le vent large, allaient au marché Kermel. Dans les rues autour de Sandaga se développe rapidement une zone commerciale. Aujourd'hui, le débat est encore agité et cette fois, la volonté politique semble être plus engagée. L'idée est de raser la bâtisse et refaire les murs, les boutiques et autres terrasses avec une touche plus moderne. Une décision très controversée. Si les vendeurs et autres occupants de boutiques ont peur de perdre leurs locaux, les architectes eux aussi portent leur plaidoyer, de même que les acteurs culturels qui n'ont pas envie de voir ce monument historique disparaître. Un pas important de la culture et de l'économie sénégalaise. Pour les autorités étatiques, le moment est venu de passer à autre chose à travers un projet de réhabilitation, ce qui élimine tout risque d'affaissement d'une bâtisse longtemps frappée par les incendies, le poids de l'âge pour ne pas dire vétusté. L'État a promis d'envoyer les bulldozers et ensuite réhabiliter ce lieu mythique. Les commerçants vont devoir se déplacer du côté des champs de course en attendant de retrouver leur boutique. Pour les artistes et architectes, le défi est de... Merci à vous, Ibou Diouf. Nous parlons santé à présent avec le ministère de la Santé qui a annoncé 4 nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui porte à 125 le nombre de personnes ayant succombé à la pandémie. 110 nouveaux cas confirmés à ce jour. Le Sénégal dénombre 7164 cas confirmés de coronavirus et 2372 malades sous traitement.
Vous avez suivi les détails avec le directeur de la prévention à Thiès. La pandémie gagne du terrain. Il y a de nouvelles contaminations. Les autorités sanitaires de l'hôpital Saint-Barthélemy de Thiès et des religieux lancent une opération non à la propagation du Covid-19. Des imams, Serine Dara, prêtres et sœurs reçoivent une formation au district sanitaire de Thiès et leur rôle, c'est de sensibiliser les populations au respect des mesures barrières. Charente Diop, c'est la tire. Aucune action n'est de trop pour lutter contre la pandémie, surtout en cette période où le coronavirus gagne du terrain à Thiès. L'hôpital Barthélemy de Thiès, de concert avec des religieux, initie une session de formation autour de la sensibilisation sur les bonnes pratiques. Que ce soit au niveau des imams, que ce soit les pasteurs et curés, et il y a des religieuses aussi qui sont présentes au niveau de cette formation. Ça peut beaucoup aider parce que c'est des porteurs de voix. Donc à travers les prêches, à travers les entretiens qu'ils ont avec les fidèles, c'est vraiment un bon moyen de véhiculer vraiment cette information, cette sensibilisation par rapport à ce virus qui est là, qui fait vraiment des dégâts partout au niveau du Sénégal. Et nous voyons à Thiès aussi que la chose commence vraiment aussi à prendre beaucoup plus d'ampleur. Sœur Marguerite Marindong, congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, apprécie à sa juste valeur une telle démarche et celle-ci va contribuer de façon significative à la sensibilisation de l'opinion. Respecter les mesures barrières parce qu'en cela consiste la prévention. Ne pas stigmatiser aussi ceux qui sont déjà atteints de la maladie. Parce que la maladie commence à être vraiment stigmatisée. Tous ceux qui ont souffert de ça semblent être rejetés. Donc eux, ils ont un rôle à jouer aussi là-dessus. Tenter de sensibiliser, d'informer qu'une personne guérie de la Covid est vraiment guérie. À ce jour, le district sanitaire de Thiès enregistre plus de 80 cas. D'où la nécessité pour la population de procéder à une mobilisation pour barrer la route à la propagation de la Covid-19. Charente Diop, je veux annoncer dans les titres des acteurs touristiques favorables à l'application du principe de la réciprocité concernant le voyage dans l'espace Schengen. Ils espèrent tout de même des négociations pour une issue favorable, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Youssou Baro et Charles Diop. Avant la crise sanitaire, le Sénégal recevait chaque année plus d'1 million de touristes. Ils venaient essentiellement d'Europe. Un continent qui a fermé ses frontières aériennes à des pays africains, dont le Sénégal, qui à son tour lui applique la réciprocité. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique parle de critères. Il s'agit de protocoles sanitaires. Nous en avons. Nous avons, le Sénégal a sa souveraineté à partager son protocole sanitaire. Et ne va pas accepter non plus que n'importe qui envoie ses passagers chez nous, ça c'est sûr, le Sénégal ne l'acceptera pas. Et de cette même manière, progressivement, on va rouvrir les frontières. Mais il est clair que la crise du Covid-19 et la fermeture conséquente des frontières, je rappelle que nous, on a fermé d'abord les frontières à l'Union européenne, avant même que l'Union européenne ne le fasse. Cette mesure a certes des conséquences sur ce secteur déjà à terre, n'empêche que le patronat du tourisme salue la décision des autorités sénégalaises. On peut le comprendre parce que quand même nous sommes un État souverain, nous sommes un État indépendant, souverain et nous avons nos destinées autonomes. Mais comme vous le savez, actuellement on parle de globalisation. Et si la France ferme et que le Sénégal applique cette réciprocité, nous pouvons le comprendre, mais l'avenir est vraiment sombre. Le secteur touristique joue un rôle important dans l'économie d'un pays. C'est pourquoi cet hôtelier souhaite que cette situation soit décantée. C'est une réplique et peut-être qu'il y aura après des négociations, parce que le monde ne peut pas agir ainsi. La réouverture des frontières aériennes est prévue le 15 juillet au Sénégal. Seuls les pays ayant ouvert leur espace aérien aux citoyens sénégalais sont concernés. Puis la campagne de promotion du tourisme tard au Sénégal, bientôt lancée, une initiative du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Écoutons à ce propos les explications du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, Mao Diouf, interrogé par Cherdiop. Le Sénégal, en tête aussi, va promouvoir
le tourisme intérieur et a commencé de le faire. C'est le sens de la plateforme Tamu Sénégal et c'est le sens aussi de la campagne nationale de promotion du tourisme interne que le ministre va lancer très prochainement pour mobiliser les Sénégalais à implémenter, à adopter une culture de consommation locale du tourisme telle qu'annoncée par le président de la République. Et nous sommes heureux de voir comment les gens sont particulièrement sensibles à cette nouvelle forme de consommation touristique. On a vu le succès des îles du Saloum auprès des Dakarois dans les réseaux sociaux, mais aussi tout cet engouement pour aller vers notre terroir, vers nos fleuves, nos collines, nos paysages magnifiques de diversité et d'expérience. Et on ne peut qu'être satisfait de sentir cet engouement du peuple sénégalais et de la jeunesse sénégalaise pour le Sénégal, pour le consommer local du tourisme. Et puis à propos du rapatriement des Sénégalais de l'Afrique centrale, le député Aboubakry Ngaïdé demande à l'État de réduire les frais des billets retour fixés à 530 000 francs CFA. Il soutient que ces ressortissants sénégalais doivent être traités au même titre que ceux basés en Europe. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mohamed Samb et Youssou Baro. L'État avait mis en place un calendrier pour rapatrier les compatriotes qui étaient bloqués en Afrique centrale. Ils ont fait le Cameroun et le Gabon, mais il restait à faire les deux Congos. Maintenant, au dernier moment, puisque le président nous a dit que c'est aujourd'hui le 3, là, ça va s'arrêter, on nous a envoyé un message hier pour nous dire que nos compatriotes basés au Congo peuvent aller s'inscrire au niveau de la compagnie Askai, qui n'est pas sénégalaise, que les gens doivent payer 530 000 et que l'État va venir en apport à hauteur de 30 000 francs. Donc un billet à 500 000 francs. Alors qu'au niveau de l'Europe, ils ont subventionné à hauteur de 200 €. Donc je vois qu'au départ, il y avait une subvention, à l'appui, un appui au Sénégalais de 300 € au niveau de l'Europe. Et en Afrique, c'est 50 000 francs. Si on doit accompagner les Sénégalais, on doit les accompagner jusqu'au bout. D'ici un mois, les frontières seront ouvertes. Et maintenant, ils n'auront pas de Sénégalais qui doivent revenir, qui veulent revenir en payant cette somme. Parce que celui qui attend 50 000 francs, je vois mal comment il va sortir 500 000 francs. Nous allons à Saint-Louis. 32 personnes qui tentaient de rallier à l'Espagne ont été arrêtées par la police. 29 ont été libérés après audition. Plusieurs millions saisis et 3 co-auteurs du voyage incertain présentés au procureur. Les explications de Seynou Diop. Au Sénégal, la crise de la Covid-19 se fait ressentir chez les jeunes et n'a pas tempéré l'ardeur des trafiquants de migrants. À Saint-Louis, 32 individus qui tentaient de rallier l'Europe par la mer à l'aide de pirogues ont été interpellés par la police d'arrondissement de Lille. Les éléments du commissariat d'arrondissement dirigé par le commissaire Mamdiara Faye ont interpellé derrière l'école Cheikh Touré de Gendar 2 personnes qui tentaient d'acheminer un groupe de candidats à la migration vers l'îlot du quartier de Pékin où les attendaient les organisateurs du voyage incertain. Le groupe de 4 personnes, dont le cerveau et ses co-auteurs, devait ensuite convoyer leurs clients vers une pirogue en haute mer pour ensuite les faire voyager. Les complices ont été arrêtés de même que le père du cerveau de la bande. Sur place, les enquêteurs ont découvert que le chef de la bande a pris la fuite. Il est actuellement très recherché par la police. Après leur arrestation, les éléments du commissariat de Lille ont mis la main sur une somme estimée à 5 450 000 francs CFA et un titre foncier restitué à son propriétaire. Les enquêteurs ont auditionné les membres de l'équipage qui voulaient rallier l'Espagne. 29 ont été libérés après l'enquête et 3 déférés ce matin devant le procureur. Avec la crise de la Covid-19, les jeunes Sénégalais tentent par tous les moyens de rallier l'Espagne ou certains pays européens pour travailler dans les secteurs de l'industrie ou de l'agriculture. Merci à vous, Seynou Diop. Nous allons de ce pas au marché Sandaga pour retrouver Dissa Prera qui est en ligne. Dissa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Alors, Dissa Prera, les commerçants du marché Sandaga donc, se sont offerts en répit de quelques semaines. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Au moment où je vous parle, le ministre de l'Intérieur est en train de prendre la parole devant les journalistes. Il est entouré d'Abdou Karim Fofana, qui est le ministre de l'Aménagement du territoire. Également, il y a aussi le préfet de Dakar. On ne peut pas s'approcher trop du ministre pour entendre ce qu'il dit. On ne peut même pas encore descendre notre téléphone pour que notre téléspectateur puisse entendre. Mais ce qui est certain, cher Tidiane Diao, c'est que
à Sandaga, il y a beaucoup de monde, beaucoup de commerçants qui sont autour, beaucoup de policiers, beaucoup de camions également de policiers, également beaucoup de tracteurs. On pourrait dire que le divertissement ou bien la démolition de Sandaga, on va sursoir à cela ce soir. Combien de temps, on ne sait pas encore. On sera à la fin des propos du ministre de l'Intérieur, Aly Ndiaye, qui est en train de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux journalistes. Alors, Dissa Prera, on va vous garder en repérage dès que l'information tombe. On va vous ouvrir l'antenne. Pendant ce temps, l'AJS se félicite de la peine infligée au meurtrier de Binta Camara, ce qui, aux yeux de la présidente de l'association des juristes sénégalaises, va contribuer à réduire la fréquence des cas de viol et d'actes de pédophilie. Les femmes juristes ambitionnent de poursuivre la lutte pour l'application effective de la criminalisation du viol et de l'inceste. Abi Diallo, la présidente, en parle au micro de Youssou Baro et Mohamed Samb. Je pense que cette peine est équitable et on n'attendait pas moins de la part du tribunal, parce que vu toutes les circonstances qui ont vraiment entouré ce geste, cette action vraiment abjecte, je pense que ce n'est que justice pour Binta Camara, justice pour ses parents et pour toutes les femmes. Et la perspective que nous avons, c'est de continuer notre lobbying et notre sensibilisation pour que cette loi soit appliquée de façon rigoureuse. Et que vraiment, qu'on essaie d'éviter toutes ces techniques procédurales qui tendent à soustraire des meurtriers comme ça ou des violeurs de l'application de la peine. Parlons éducation à présent. Une semaine après la rentrée scolaire au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, les cours se déroulent bien dans l'ensemble selon le personnel et élèves, mais avec les fortes précipitations depuis hier nuit, il est constaté que dans certaines salles de classe, l'eau coule des toits. Les parents d'élèves qui déplorent la vétusté des bâtiments du lycée souhaitent une réflexion dans les meilleurs délais. Ibrahima Diamé, Faligay. Des flaques d'eau à l'entrée du lycée Valdiodio Ndiaye, une semaine après la reprise des cours, une petite évaluation des enseignements. Tout le monde a apprécié, et positivement. Et nous avons même reçu une lettre de félicitations de l'IA, comme quoi notre cours a été bien réussi. Seulement avec la pluie et la vétusté des bâtiments, les défaillances se révèlent au grand jour, les toitures de certaines salles de classe chouantes. C'est surtout au niveau du bâtiment D, où vraiment on a des classes où ça chante. Mais nous allons trouver une solution. Les parents d'élèves qui en ont fait le constat souhaiteraient eux aussi que ce problème soit résolu dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, nous sommes tout au début de l'hivernage. Il y a un autre travail, d'autres constats que nous devrons faire pour essayer de repérer les classes où vraiment il y a ce problème de ruissellement, d'étanchéité, pour essayer de voir certains partenaires pour qu'ils nous viennent en aide pour que ce problème-là puisse être résolu. S'il y a ces problèmes, par contre, en ce qui concerne le protocole sanitaire, le dispositif est bien sur place, se réjouit Ndeye Fatou Sall, élève en classe de terminale. Les dispositifs sont ici. On se lave les mains avant d'entrer en classe. On met aussi les gels, et on fait correctement les cours, comme il se doit. Le lycée Valdiodio Ndiaye, créé en 1958, se caractérise par la vétusté de ses bâtiments dont les acteurs ne cessent de réclamer sa réfection intégrale. Il compte 1071 candidats pour cette année scolaire. Dans la région de Kolda, l'absence de routes praticables pourrait perturber l'organisation des prochains examens scolaires. À Médina Chérif, plus exactement une commune du département de Vélingara, c'est ce que craignent les parents d'élèves de ces localités. Ils réclament également l'achèvement de certaines salles de classe de leurs écoles. Abdoulaye Diallo. Les enseignements apprentissages se déroulent correctement à Médina Chérif, une des communes du département de Kolda. Mais d'éventuelles difficultés dans l'organisation des examens scolaires hantent déjà l'esprit des parents d'élèves de ces localités. Car à cause de l'enclavement, la mobilité est très difficile entre les villages de cette commune, surtout en hivernage, d'où leur cri de cœur. Nous appelons aussi le ministre en charge des infrastructures et le président de la République pour
nous aider à désenclaver la commune de Médina Chérif. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'est pas possible pour des inspecteurs d'aller surveiller le travail sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de piste de production. Les 2/3 de la commune sont entièrement coupés du reste du monde. Et pourtant, le problème n'est pas aussi difficile à résoudre. Il suffit un linéaire de 30 km pour permettre cette commune de sortir de cette situation de désenclavement, mais aussi permettre aux populations qui sont à 1 km du bassin de l'Anambé, mais qui en temps normal pendant l'hivernage ne se peuvent pas venir pour cultiver le riz et atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz. C'est un cri de cœur, c'est un appel que je lance au président de la République, au gouvernement du Sénégal, quand même de nous venir en aide. L'achèvement des travaux de construction de leur salle de classe est également une de leurs doléances. Parce que depuis 2016, nous avons 16 salles de classe qui ont démarré en termes de construction. Il ne reste que l'achèvement, notamment la toiture et la finition. Mais depuis lors, ces 16 salles de classe sont restées en l'état. Et donc, vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants étudient, ça signifie qu'il y a toujours des abris provisoires. Et nous lançons d'ailleurs un appel au ministre de l'Éducation nationale, quand même de nous venir en aide pour terminer ces 16 salles de classe qui ont été entamées dans le cadre du budget de l'Éducation nationale, notamment ce qu'on appelle le BCI 2016. Le maire de Médina Chérif a fait ces déclarations à l'occasion de la cérémonie de distribution du matériel de lutte contre la Covid-19 que la municipalité a bien voulu mettre à la disposition de leurs écoles et des différents postes de santé. Merci à vous Abdoulaye Diallo. L'information est maintenant officielle. Les commerçants du marché Sandaga ont 48 heures pour quitter les lieux après la célébration de la fête de Tabaski. Quelques traces de pluie enregistrées ce matin à Kaffrine, suffisant pour que les paysans entament les travaux champêtres. Tout de même, des difficultés subsistent. Beaucoup de semoirs sont amenés chez les soudeurs métalliques qui eux aussi sont confrontés à un problème d'électricité. Un reportage signé Omar Ndiaye. C'est le début de l'hivernage et c'est aussi le moment des réparations du matériel pour les paysans de Ndoukoumane qui ont repris le chemin des champs. Tout ce que vous voyez ici, c'est pour les réparations. Et nous réparons surtout des pignons engrenages sur les machines semoirs. Et c'est comme ça chaque début d'hivernage. Nous réparons environ 20 à 25 machines la journée. Et le travail est très dur. Ces temps-ci, nous réparons les semoirs et les autres machines. Puis, on arrive quand même à s'en sortir parfois. Nous n'avons pas d'électricité, c'est ce qui rend le travail très lent et difficile aussi. Parfois, on est obligé d'arrêter la machine un instant avant de reprendre, puisque c'est en aluminium et sa température augmente vite. Si on avait de l'électricité, on pourrait travailler sans arrêt. Les cultivateurs, eux, ont déjà commencé le travail, mais le constat est que ce sont surtout les enfants qui leur donnent un coup de main. Il a effectivement plu, mais on ne peut pas dire que l'hivernage a vraiment démarré pour ceux qui veulent semer. L'autre problème, c'est que nous ne disposons pas de suffisamment de matériel. Au même moment, à la maison, on s'attelle à réparer les cases en toit de chaume puisque les vents récents ont détruit plusieurs toitures. Omar Ndiaye, 2 pirogues en fibre de verre mises en circulation depuis hier à Foundiougne vont assurer le transport des populations sur l'axe Dahonga-Foundiougne. L'exportation de ces embarcations a été confiée au comité local de pêche de Foundiougne par la Société des infrastructures de réparation navale et ces modèles de pirogues ont vocation à réduire les catastrophes maritimes. Aminata Goudiaby. Voyage aller-retour Dahonga-Foundiougne à bord de pirogues en fibre de verre. 2 embarcations avec toutes les commodités qui vont désormais assurer le transport flugio-maritime des habitants de la zone. Le directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale, CIRN, soutient que l'arrivée de ces embarcations modernes va réduire les risques d'accidents maritimes. Nous sommes venus lancer le démarrage du transport flugio-maritime dans le cadre du plan Sénégal émergent qui intègre la construction navale, qui intègre la fluidité du
du transport. C'est dans ce cadre-là que nous allons travailler pour faire en sorte que l'axe Ndakhonga-Foundiougne puisse être un axe sûr pour qu'il n'y ait plus de Bettenty, un axe confortable où les populations pourront se déplacer sans problème. Et pour l'exploitation de ces deux unités navales mises en circulation, la CIRN a noué un partenariat avec le comité local de pêche de Foundiougne. Les tarifs du transport seront les mêmes appliqués par les pirogues en bois qui assuraient jusque-là la traversée. Nous avons constitué un comité de gestion composé de 6 personnes qui va travailler en rapport avec le superviseur pour les recettes, mais pour l'entretien. Le projet démarre sur l'axe Ndakhonga-Foundiougne, mais va s'étendre sur les autres localités insulaires de la région de Fatick. Nous comptons couvrir l'ensemble du département. Dès la semaine prochaine, nous comptons tenir une réunion pour voir aussi pour la commune de Ngoundiane quels sont les axes qu'il faut donc scruter pour là aussi permettre aux populations de se déplacer dans les meilleures conditions. Les embarcations en fibre de verre destinées au transport ou encore à la pêche coûtent trop cher selon les acteurs. Le directeur général de la CIRN les rassure en ces termes. Le ministère des Finances et du Budget est en train de voir dans quelle mesure nous pourrons bénéficier d'exonération pour nous permettre de commercialiser ces embarcations à moindre prix. Depuis la France a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Jean Castex. À la fin de l'opération du déconfinement, il était redevenu délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il remplace à ce poste Édouard Philippe. Son portrait avec Maïmouna Ndiaye. Il s'est fait remarquer lors du déconfinement en France. Jean Castex était chargé de gérer la sortie de crise sanitaire. Mission réussie qui lui a valu aujourd'hui sa nomination à la tête du gouvernement français en remplacement d'Édouard Philippe. À 55 ans, l'homme a l'avantage d'être polyvalent. Il gère à la fois des dossiers politiques et sanitaires. En mars dernier, il a été réélu maire aux Pyrénées-Orientales avec 75,7% des voix. Le successeur d'Édouard Philippe est sorti de l'ENA, École nationale de l'administration. Après cela, il devient le directeur des affaires sanitaires et sociales. C'est plus tard, en 2005, qu'il occupe le poste de directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Le plus important de sa carrière, Castex l'a passé au ministère de la Santé puis au ministère du Travail avant de rejoindre en février 2011 Nicolas Sarkozy au poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée. En septembre 2017, Macron lui propose le poste de délégué interministériel aux Jeux Olympiques de 2024. Monsieur Déconfinement, comme on l'appelle, va donc dérouler le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale du pays. Un grand changement qui s'annonce notamment avec la remise en chantier de la réforme des retraités. Merci à vous, Maïmouna Ndiaye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h avec le tout en images. La deuxième partie de Soir d'info avec vous, Aram Touré, le grand retour de Chertidiane Diagne.